Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que cherche Israël en prenant l'initiative d'intensifier ces derniers jours le conflit avec le Hezbollah. D'abord avec les attaques de beepers et de talkie-walkie, puis par des bombardements intensifs. Quels sont les objectifs du gouvernement Netanyahou? Qu'en pense la population israélienne? Quel risque aussi de voir la situation déraper vers une guerre généralisée dans la région? On va tenter d'y voir clair en revenant d'abord sur les faits de ces derniers jours. La première, les clés. Les explosions des beepers et talkie-walkie des membres du Hezbollah n'étaient donc qu'un prélude. Depuis quelques jours, l'armée israélienne mène une campagne de frappe contre des positions du Hezbollah au Liban, une campagne annoncée par le porte-parole de l'armée israélienne en ces termes. Nous conseillons aux civils des villages libanais situés à l'intérieur ou à proximité des bâtiments et de zones utilisées par le Hezbollah à des fins militaires, tels que ceux utilisés pour stocker des armes, de se mettre immédiatement à l'abri pour leur propre sécurité. Une conférence de presse très détaillée du porte-parole de Tsahal, avec des supports visuels et des infographies pour expliquer pourquoi l'armée a décidé de viser des bâtiments civils dans de nombreuses localités du sud et de l'est du Liban. Voici un village du sud du Liban. Le Hezbollah stocke des missiles de croisière, des roquettes, des lanceurs et des drones dans des maisons civiles. Nous surveillons ces activités, localisons les armes et les détruisons, grâce à des frappes basées sur des renseignements précis. Des dizaines de milliers de civils ont donc fui les zones de frappe, mais cela n'a pas suffi. Résultat, les hôpitaux du sud du Liban sont littéralement débordés et ce directeur d'hôpital ne mâche pas ses mots à l'égard d'Israël. Il s'agit de massacres de civils et non d'attaques militaires, comme le disent les Israéliens. 90% des blessés sont des enfants. Leurs blessures sont des brûlures ou des fractures ouvertes. C'est une situation effrayante et elle montre la sauvagerie qui existe. Résultat, les civils continuent de fuir par dizaines de milliers en voiture et convergent notamment vers la capitale, Beyrouth, où ils trouvent refuge dans des écoles, dans des crèches, qui ont été fermés pour l'occasion afin de faire de la place. On a évacué nos maisons parce qu'Israël cible les civils. On est parti pour protéger nos enfants et nos bébés. Quant au Hezbollah, il poursuit lui ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël, où là aussi des civils sont obligés de fuir et où les écoles ont été fermées depuis lundi. L'organisation islamiste chiite annonce même être parvenue à lancer un missile sur le quartier général du Mossad à Tel Aviv. Alors on va essayer de comprendre dans cet épisode quelle est donc la stratégie d'Israël dans ce conflit. Pourquoi avoir pris l'initiative comme cela d'intensifier le conflit avec le Hezbollah depuis quelques jours? Certes, ce conflit perdurait déjà depuis près d'un an, mais dans une intensité bien moindre que ces dernières heures. Alors on va essayer d'y voir clair tout d'abord avec Guillaume Ancel, un expert en stratégie militaire, ancien lieutenant-colonel de l'armée française, et à qui j'ai posé d'abord cette question: comment interpréter aujourd'hui la stratégie du gouvernement Netanyahou? En fait, je dirais que c'est surtout une absence de stratégie de Netanyahou qui est très inquiétante parce que cette guerre contre le Liban, sous prétexte de guerre contre le Hezbollah, n'a pas de sens, elle ne présente aucun intérêt. Je rappelle que depuis le 8 octobre, le Hezbollah tire régulièrement sur le nord d'Israël.
Et Israël riposte au quotidien, sans jamais avoir réussi à neutraliser les infrastructures, bien sûr, du Hezbollah, qui est une véritable armée. Le Hezbollah affichait depuis plusieurs semaines qu'elle n'avait pas l'intention de lancer une offensive terrestre contre Israël. Et donc, en termes purement militaires, et je dirais en politique aussi, au fond, si Israël avait trouvé un accord de cessez-le-feu sur la bande de Gaza, le Hezbollah était obligé de s'arrêter parce que l'Iran avait interdit le lancement d'une offensive plus importante contre Israël. Donc, Netanyahou est vraiment celui qui déclenche cette guerre contre le Liban, bien sûr sous prétexte de neutraliser la menace que fait peser le Hezbollah contre Israël, qui est réelle. Mais il n'avait objectivement pas de raison de le faire et on ne peut que s'interroger sur ses motivations. À mon avis, il y en a deux qui sont réelles. La première, c'est que Netanyahou veut se maintenir au pouvoir et qu'il sait très bien que la guerre de Gaza étant épuisée, il a fini de dévaster la bande de Gaza. Il n'a plus rien, en fait, à détruire sur la bande de Gaza. La société israélienne allait lui demander des comptes à un moment où elle réalise que Netanyahou a sacrifié les otages israéliens dans son offensive qui a totalement ravagé Gaza. Et la deuxième raison, c'est l'élection présidentielle américaine. Dans quelques semaines, le 5 novembre, il est très probable que ce soit une jeune femme dynamique qui prenne enfin la présidence des États-Unis et qui risque de changer radicalement de politique avec Israël, car je rappelle que aujourd'hui, si Netanyahou lance cette offensive, c'est avec les munitions que lui livrent au quotidien les États-Unis. Donc, il est totalement dépendant de l'aide américaine et les Américains sont tétanisés, ou plutôt le président Biden est tétanisé à l'idée de prendre la moindre décision en pleine campagne présidentielle. Mais une fois que la campagne sera terminée, là, à mon avis, la relation sera différente, sachant que Netanyahou a ostensiblement provoqué la présidence américaine depuis le début de ce conflit, en n'écoutant jamais et en ne se conformant jamais à ce que son allié américain demandait. Mais donc, à vous entendre, les principales raisons seraient politiques de la part de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pour son agenda politique personnel et celui de son parti, plus que stratégique. Pourtant, on entend quand même ce discours, et on peut le comprendre, de dire il y a des roquettes qui sont tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont été forcés de quitter leur habitation depuis près d'un an et n'ont toujours pas pu y revenir. Cet argument-là, il pèse quand même, Guillaume Ancel. Effectivement, le Hezbollah tire au quotidien sur Israël. Mais le fait que les Israéliens, par exemple, créent une zone tampon de 10 ou 20 km ne changera rien, puisque les armements qu'utilisent maintenant les milices du Hezbollah sont des armements qui ont une portée de plusieurs dizaines de kilomètres. Et par conséquent, ça ne les empêchera pas de tirer de la plaine de la Bekaa, voire pratiquement du nord du Liban si c'était nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'à la guerre, on apprend qu'on tue son ennemi ou on le respecte. En faisant cette opération des beepers et des talkie-walkie la semaine dernière, Netanyahou a mutilé des milliers de responsables du Hezbollah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne les a pas neutralisés. Ce ne sont pas des gens qui seront incapables de faire la guerre, mais par contre, ils vont passer le reste de leur vie à tenter de faire un acte terroriste contre Israël. Donc, tactiquement, c'était, à mon avis, un très mauvais choix. Et stratégiquement, le Hezbollah était obligé de s'arrêter d'attaquer Israël dès lors qu'il y avait un accord de cessez-le-feu. C'est pour ça que, pour moi, l'argument de « maintenant, on va se défendre contre le Hezbollah », à ce moment-là, il fallait le faire dès le début de la guerre. Mais Israël ne pouvait pas aller sur deux fronts. Et surtout, les États-Unis étaient opposés au fait qu'Israël déclenche une guerre contre le Liban. C'est quand même consternant de voir que Netanyahou déclenche ça à un moment où il est en difficulté politique et surtout où il sait que son allié américain ne peut pas réagir sans se mettre en difficulté dans l'élection présidentielle. On va faire ici une petite pause dans cette interview pour une précision importante. Si le Hezbollah tire depuis un an régulièrement des roquettes vers Israël, c'est en soutien du Hamas à Gaza, et les dirigeants du Hezbollah ont dit à plusieurs reprises que si un cessez-le-feu était conclu à Gaza, le Hezbollah cesserait de frapper le nord de l'État hébreu. Donc, si on suit en tout cas cette rhétorique du Hezbollah, Israël, en concluant un cessez-le-feu à Gaza, aurait réglé aussi la menace des roquettes sur le nord de son territoire.
Mais ce n'est donc pas l'option qui a été choisie par Benyamin Netanyahou. En fait, Netanyahou avait deux options qui sont radicalement opposées. Il avait l'option que souhaitaient les Américains, qui était de faire redescendre la tension, trouver enfin un accord de cessez-le-feu sur Gaza, arriver à faire libérer les quelques dizaines d'otages qui sont encore en vie, à mon avis moins de 30 aujourd'hui compte tenu de la violence des bombardements qui ont été effectués sur la bande de Gaza, et surtout stopper toute escalade régionale. Et Netanyahou a fait exactement le choix inverse. C'est d'autant plus ennuyeux que ça correspond à l'objectif que s'était fixé le Hamas dans son attaque terroriste du 7 octobre, qui a quand même mis le feu aux poudres il y a un an, mais qui avait bien dit que son objectif réel, c'était d'entretenir un état de guerre permanent contre Israël. Et c'est exactement ce que fait Netanyahou aujourd'hui. Voilà l'analyse donc de Guillaume Ancel qu'on retrouvera un petit peu plus loin dans cette émission. Mais là maintenant on va accueillir Danielle Kriegel qui est avec nous depuis Jérusalem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Jérusalem et j'ai envie d'entendre d'abord votre lecture à vous de cette volonté d'Israël ces derniers jours donc de prendre l'initiative d'intensifier tout à coup ce conflit avec le Hezbollah. D'abord les beepers, les talkie-walkie et puis maintenant de lourdes frappes. Quelle est la lecture que vous faites vous, de cette stratégie comme cela, là maintenant, du gouvernement israélien, Daniel? Tout d'abord, je voudrais rappeler la situation sur le terrain depuis le 8 octobre. Comme d'ailleurs vous l'avez souligné et aussi Guillaume Ancel l'a souligné, le Hezbollah, en soutien au Hamas, a commencé à bombarder toutes les localités frontalières israéliennes à l'aide de drones, de roquettes et de missiles anti-chars. La plupart des habitants de ce secteur ont été évacués. Cela représente 60 à 80 000 personnes déplacées et installées donc depuis près d'un an dans des hôtels dans le centre du pays. Cela signifie aussi que toute l'économie de la région est paralysée, notamment l'agriculture, et c'est une grande région agricole d'Israël. Alors, jusqu'à ces derniers temps, l'armée israélienne a riposté, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, par des frappes ponctuelles sur des positions du Hezbollah au sud Liban. À présent, venons à la situation présente. Alors que la guerre à Gaza a baissé d'intensité, l'armée a libéré des unités pour se tourner vers le problème de sa frontière nord et, sous la pression du public, a fini par déclencher la série d'opérations auxquelles on a assisté contre le Hezbollah et dont vous avez parlé. Autrement dit, c'est vrai, Israël a repris l'initiative. Mais donc, à vous entendre, c'est parce qu'il y avait aussi une pression de l'opinion publique pour aller vers cela par rapport à la situation des Israéliens du Nord. C'est aussi parce qu'il y avait de nouveau des effectifs militaires davantage disponibles parce qu'on est dans un moment de moindre intensité pour l'armée israélienne à Gaza. Ceci dit, il faut quand même rappeler, Daniel, que l'offensive, elle est toujours en cours en ce moment dans la bande de Gaza. Oui, vous avez raison. À Gaza, rien n'est terminé. Au contraire, si les principales unités de la force combattante du Hamas ont été décimées, l'organisation continue une guerre de guérilla. J'ajouterai à cela que le problème de la gouvernance de Gaza après la guerre n'est toujours pas discuté. Benjamin Netanyahou et son gouvernement rejette la proposition américano-saoudienne d'un accord permettant le déploiement d'une force arabe et palestinienne à Gaza. La condition, puisqu'il y a une condition, étant qu'Israël devrait entamer des négociations pour la création d'un État palestinien, ce que la droite et M. Netanyahou refusent. Selon l'analyse ici de Daniel Kriegel, le choix de Benyamin Netanyahou de lancer une action forte vis-à-vis du Hezbollah s'expliquerait donc par la pression de la population du nord d'Israël et les dizaines de milliers de personnes qui ont dû quitter leur maison il y a près d'un an. Elle s'expliquerait aussi par la disponibilité de davantage de troupes en raison du fait qu'à Gaza, on est passé dans une phase où l'intervention israélienne nécessite moins de forces militaires. Même si, nous dit encore Daniel Kriegel, rien n'est réglé à Gaza, bien au contraire. La guerre continue, on ne voit toujours pas de voie de sortie, et surtout, le bilan humain de l'intervention israélienne
consécutive aux attaques terroristes du 7 octobre est terrible. Et je propose qu'on prenne le temps de s'arrêter ici, avec Sarah Pousset, sur quelques chiffres, ou en tout cas sur les chiffres dont on dispose, pour prendre la mesure du bilan de cette intervention israélienne à Gaza. Eh bien, pour commencer, je veux préciser que d'habitude, dans les conflits, on assiste un peu à une guerre de chiffres quant aux victimes. C'est le cas, par exemple, entre les chiffres russes et ukrainiens. Mais ici, la situation est un peu différente parce qu'Israël ne compte les décès que des combattants du Hamas, qu'elle appelle terroristes. Bilan actuel estimé à 14 000 morts. En revanche, aucun chiffre sur les civils. C'est donc au ministère de la Santé gazaoui qu'il faut se fier pour connaître la situation sur le territoire. Et c'est d'ailleurs sur ces données que se basent les rapports des Nations Unies ou de l'OMS. Alors que disent ces statistiques ? Eh bien, côté israélien, le bilan humain s'élève à 1200 décès, dont 37 enfants et plus de 7500 blessés. On estime aussi que 120 personnes sont encore retenues en otage. Dans la bande de Gaza, plus de 41 000 personnes sont décédées, dont 14 000 enfants. Et le nombre de blessés est encore plus conséquent, surtout que très peu d'organismes médicaux sont encore debout. 95 000 blessés sont en attente de soins, dont 12 000 enfants. C'est en effet une des particularités de cette guerre. Le plus gros des opérations se passe dans le ciel et ces bombardements ciblent indistinctement des écoles ou des repères militaires car les combattants du Hamas sont diffusés dans la population. Conséquence, 60% des victimes gazaouis seraient des femmes et des enfants. Mais ces chiffres-là qu'on vient de citer, Sarah, pourraient même être en deçà encore de la réalité. Oui, d'abord parce que seuls les corps reçus par les services hospitaliers et enterrés sont comptabilisés. Or, vu les débris dans les rues, on estime que 10 000 personnes seraient encore sous les décombres. 3 chercheurs israéliens et palestiniens ont aussi publié une étude dans la revue de Lancet. Ils expliquent que les conflits armés ont des conséquences sur la santé des habitants au-delà de la violence. Par exemple, des personnes continuent à mourir après une guerre à cause d'épidémies, des pénuries d'eau ou de nourriture. Et vu la situation sanitaire à Gaza, les scientifiques calculent qu'un décès direct là-bas pourrait être lié à 4 autres décès indirects, ce qui ferait grimper le nombre de morts liés à cette guerre à plus de 186 000 personnes, soit environ 8% de la population gazaouie. Et malgré un bilan aussi tragique, toujours pas de cessez-le-feu en vue à Gaza, malgré les appels répétés de la communauté internationale, malgré aussi une pression insistante des familles des otages en Israël, ces otages enlevés par le Hamas lors des attaques terroristes du 7 octobre et dont une partie serait toujours en vie à Gaza. Ça aussi, c'est une donne qui joue dans le débat en Israël, comme nous le précise encore Daniel Kriegel. Samedi dernier, à l'appel des familles d'otages, des dizaines de milliers d'Israéliens sont venus à Tel Aviv manifester leur soutien à un accord de cessez-le-feu à Gaza permettant la libération des otages, quel que soit le prix d'un échange éventuel. Il faut dire que les familles sont persuadées que Benjamin Netanyahou a décidé d'abandonner leurs proches détenus à Gaza à leur sort, c'est-à-dire craignent ces familles de les laisser mourir là-bas en captivité. Des craintes renforcées par les dernières opérations au Liban. Il faut dire aussi que la droite nationaliste et religieuse est totalement opposée à tout accord qui permettrait la libération de centaines, voire de milliers de terroristes détenus dans les prisons israéliennes. Et il y a une véritable campagne de délégitimation contre les familles d'otages depuis quelques semaines, voire 3 mois. Voilà donc notre image qui s'affine. Bien sûr, on n'est pas dans la tête de Benyamin Netanyahou, mais voilà plusieurs clés pour comprendre l'intervention au Liban. Selon le spécialiste en stratégie militaire Guillaume Ancel, il s'agirait d'une raison de politique intérieure, faire durer la guerre pour rester en place, appuyé par le fait, nous dit encore Daniel Kriegel, que la population du nord d'Israël soutient et réclame une intervention au Liban. Mais cette stratégie pose question, y compris en Israël. Parce qu'à Gaza, rien n'est réglé. Et malgré des dizaines de milliers de victimes, dont une bonne partie de victimes civiles, le Hamas n'a pas été anéanti.
et parce que ça ne règle pas non plus la question des otages, dont les familles ont l'impression que le sort a été oublié par le gouvernement Netanyahou. Quant à savoir alors maintenant s'il est réaliste d'imaginer qu'Israël puisse mettre le Hezbollah hors d'état de nuire à l'aide des frappes en cours, là-dessus, la réponse de l'expert en stratégie militaire Guillaume Ancel est très claire. Complètement irréaliste, il n'y a jamais eu de campagne de bombardement qui a réussi à détruire une armée. Et je pense que quand même les Israéliens l'ont constaté avec Gaza. Ils ont bombardé comme jamais on a bombardé un autre territoire, massivement pendant pratiquement 1 an, avec des munitions de très grande puissance. Le Hamas existe toujours et c'est une organisation terroriste. On ne mettra pas fin au Hezbollah avec une campagne de bombardement aérien. Donc c'est complètement vain de penser qu'ils peuvent remporter une victoire contre le Hezbollah. Ils peuvent juste l'affaiblir temporairement, mais avec cette guerre, ils vont le renforcer pour l'avenir. Et l'histoire récente, ce qui s'est passé en 2000, en 2006, a montré effectivement que c'était très compliqué de vaincre le Hezbollah, puisque par 2 fois, quelque part, Israël a dû constater qu'elle n'y arrivait pas et conclure un accord de cessez-le-feu, voire en 2000 se retirer carrément du Liban, ce qui a donné à chaque fois des victoires sur lesquelles le Hezbollah s'est appuyé. Est-ce que dans ce cas-ci, Guillaume Ancel, on peut imaginer que le Hezbollah veuille riposter, que lui-même veuille lancer une attaque d'envergure sur Israël par rapport à cette situation où il se sent attaqué ? Alors, il est évident que le Hezbollah va riposter. Je veux dire, personne de sérieux ne peut imaginer que face à une campagne de bombardement, le Hezbollah va dire « Oh ben non, finalement, je vais m'arrêter là ». En fait, pour l'instant, le Hezbollah n'a pas utilisé sa puissance de feu. Elle l'a utilisé de manière très parcimonieuse, dans un échange de tirs quasiment chorégraphié avec Israël. Je te tire dessus, tu me tires dessus, sur des objectifs plutôt militaires et en faisant attention de ne pas faire trop de dégâts. Là, le Hezbollah est retenu encore une fois par l'Iran parce que l'Iran n'est pas assez puissante aujourd'hui, ou plutôt son régime. Le régime des Mollahs est trop fragile pour se permettre de se lancer dans une guerre contre Israël. Ça ne veut pas dire plus tard il ne le ferait pas, mais objectivement, il n'y a aucune raison pour que le Hezbollah se lance aujourd'hui dans une guerre, sauf si Netanyahou continue à provoquer le Hezbollah jour après jour comme il le fait. Mais donc clairement, là, on a quand même la main de l'Iran. On sait évidemment que le Hezbollah est intimement lié à l'Iran, qui est le pouvoir qui le soutient, qui l'arme, qui le finance en bonne partie. Mais donc c'est vraiment l'Iran qui a le levier en main de savoir jusqu'où on va dans l'escalade face à Israël, côté Hezbollah. Oui, et c'est probablement pour cette raison que Netanyahou attaque, parce qu'il sait que l'Iran est fragile et que par conséquent, elle est plutôt dans le fait de vouloir stopper une riposte massive de la part du Hezbollah. Mais là où, à mon avis, Netanyahou joue avec le feu, c'est que l'Iran, malgré sa fragilité, pourrait très bien finalement changer d'avis devant le fait qu'il y a cette attaque massive et répétée de la part d'Israël contre le sud du Liban, contre son allié, le Hezbollah. Parce que le Hezbollah, c'est l'Iran au Liban. Et par conséquent, si l'Iran changeait de stratégie pour une raison ou pour une autre et se lancer dans une guerre contre Israël, alors là, on serait sur un embrasement de toute la région du Proche-Orient. Toute dernière question. On a l'impression qu'il y a une question de court terme et de long terme aussi dans ce que vous nous dites là. Quelque part, peut-être qu'ici, à court terme, le Hezbollah n'a pas intérêt ou n'a pas l'autorisation par l'Iran de réagir de manière très forte, mais ce qui est en train de se passer là crée des plaies qui, à moyen, long terme, vont rendre encore plus compliqué de trouver des solutions dans cette région du globe. C'est ce qui est le plus dramatique, c'est que déjà, on n'a pas pensé les plaies de la bande de Gaza, qui a été un carnage. Donc, si le Liban fait aussi l'objet, comme ça a commencé depuis 3 jours, d'une campagne de dévastation, c'est évident que, outre les Palestiniens, il y aura toute une partie du peuple libanais qui vouera une haine considérable pour Israël. C'est pas comme ça qu'on construit l'avenir. Et quand on demande à Daniel Kriegel comment on voit en Israël la suite de ce conflit, craint-on le risque d'un vrai embrasement et d'une guerre totale avec le Hezbollah ? Voici sa réponse. C'est la question, c'est toute la question. Et les commentateurs et autres experts israéliens n'ont pas franchement de réponse. Alors,
En ce qui concerne le Liban, les commentateurs israéliens expliquent que les opérations en cours sont destinées à forcer le Hezbollah à accepter au moins un cessez-le-feu tout en renonçant à poursuivre son soutien au Hamas. Or, il n'est pas sûr que le cheikh Nasrallah accepte. Alors, Israël va-t-il déclencher une invasion terrestre? C'est la grande question. Et s'il y a invasion terrestre, cela mènera-t-il à une guerre totale? C'est aussi la grande question. Pour l'instant, les médias penchent plutôt pour une guerre d'usure entre Israël et le Hezbollah. Mais comme je le pense, dans cette région du monde, tout peut toujours déraper. Et donc un dérapage qui mène à la guerre totale n'est pas à exclure. Comptez sur nous, dans les clés, pour suivre cela de près et continuer à explorer les questions que pose cette guerre. À la préparation de cet épisode, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Réalisation sonore de cet épisode, Laurent Nélissen. Et si vous souhaitez nous écrire, une adresse, lesclés, en un mot et sans accent, @rtbf.be.